bienvenue donc. Et aujourd'hui, on va faire une séance sur la cosmologie pluraliste de Nelson Goodman. Après 4 séances consacrées à définir les différents sens du pluralisme et à examiner quelques-unes des propositions les plus intéressantes en ontologie, pour redéfinir la substance, penser un pluralisme ontologique, on va parler aujourd'hui d'un pluralisme qui se situe à un niveau à la fois plus global et plus concret peut-être, celui du monde. Et on parlait jusqu'alors de l'essence des choses, de l'ordre des substances, quel qu'il soit. Et là, on va parler de cosmologie, donc, puisque si le pluralisme, comme on l'a vu lors de la première séance, doit être défini comme la doctrine selon laquelle les êtres qui composent le monde sont multiples, individuels, indépendants, et ne doivent pas être considérés comme de simples modes ou phénomènes d'une réalité unique et absolue, alors un pluralisme ontologique cohérent devrait peut-être en venir à penser une pluralité réelle de mondes, sans quoi en fait il semble qu'on en reste toujours à un cadre de référence moniste au sein duquel seulement existerait une multiplicité d'entités réelles et en devenir. Et donc c'est la question d'un pluralisme cosmologique qu'il nous faut à présent aborder aujourd'hui. Et par le terme de cosmologie, évidemment, on entend généralement la pratique scientifique, la branche de la physique qui use des mathématiques et des connaissances de l'astronomie pour dévoiler les grandes lois de la nature, mais c'est également la branche de la métaphysique qu'on a pu qualifier à l'époque classique de philosophie de la nature, qui porte plus exactement sur les formes, les structures et la nature de ce qu'on appellerait aujourd'hui donc le monde. Et si de nombreuses genèses du monde ont été faites depuis l'Antiquité, on va voir que l'élaboration d'une notion de monde qui accepte la pluralité n'a pu se faire que par le biais d'un parcours qui emprunte souvent les voies de la philosophie critique et du subjectivisme pour redéfinir la notion de monde, non plus comme cosmos, comme totalité organisée, généralement selon un ordre harmonieux, des choses créées par une instance transcendante de type divin par exemple, mais comme ordonnancement partiel et subjectif d'ensembles ontologiques qui ne sont jamais clos, toujours dérivés, empreints de contingence et possiblement réassemblables. Et cette redéfinition de la notion de monde atteint sans doute son point le plus intéressant dans la pensée de Nelson Goodman, à laquelle on va s'attacher aujourd'hui. Alors Goodman, qui n'est pas finalement extrêmement étudié en France, c'est un philosophe américain né en 1906, mort en 1998, qui donc a connu l'essentiel des évolutions de la philosophie analytique, au sein de laquelle il prend une place vraiment relativement particulière. Bienvenue, installe-toi. Il y a un petit résumé, un plan du cours avec les exemples. C'est un contemporain de Derrida, en fait. Pas de problème. C'est un contemporain exact de Lévinas. Oui, exact. 1906, mais... Ah oui, d'accord. Je connaissais pas ces dates, mais... Ouais. Si tu as des liens à voir avec ça. Non, je l'imaginais plus récent, en fait. Ah d'accord. L'essentiel de son œuvre se fait dans les années des années 50 à 70. Et donc, oui, il va prendre une place particulière, Goodman, dans la philosophie analytique, parce qu'il entend répondre aux faux problèmes de la métaphysique dénoncés par les linguistes, les psychologues et les logiciens, mais non seulement en les déconstruisant, mais en construisant en retour des systèmes et en acceptant la part positivement métaphysique de la philosophie analytique. Et en fait, si on doit retracer un peu sa formation, il entre à Harvard dans les années 1920, à un moment où l'université, après en fait l'âge d'or des grands débats entre James et Royce, dont on a parlé lors de la deuxième séance, connaît un second âge d'or avec des professeurs comme Whitehead, qu'on a étudié lors de la troisième séance, ou Clarence Irving Lewis, qui sont, ces deux-là sont en fait des métaphysiciens qui en fait partent des mathématiques et de la logique et abordent ensuite des thèmes métaphysiques. Et Whitehead, en fait, à cette époque, s'est déjà tourné vers d'autres domaines d'études que les mathématiques. Il développe notamment un intérêt pour la grande diversité des formes de symbolisation existant hors de la science et du langage, ce qui va inspirer Goodman. Et celui-ci retirera aussi de Whitehead un certain intérêt pour les questions méréologiques, des relations du tout avec les parties, un fond pluraliste et antifondationnaliste en ontologie,
et l'idée de la nécessité d'une refonte de nos principaux concepts descriptifs vis-à-vis du monde. Et quant à C.I. Lewis, Goodman le cite comme un point essentiel du parcours qui aboutit à sa propre démarche, et il le dit précisément dans un de ses ouvrages centraux sur lesquels on va s'appuyer particulièrement aujourd'hui, Manière de faire des mondes. C'est la première citation de l'exemplier. Je pense que ce livre appartient à ce courant majeur de la philosophie moderne qui commence lorsque Kant échange la structure du monde pour la structure de l'esprit, qui continue quand C.I. Lewis échange la structure de l'esprit pour la structure des concepts, et qui se poursuit maintenant avec l'échange de la structure des concepts pour la structure des différents systèmes de symboles dans les sciences, en philosophie, dans les arts, la perception et le langage quotidien. Le mouvement va d'une unique vérité et d'un monde établi et trouvé aux diverses versions correctes, parfois en conflit, ou à la diversité des mondes en construction. Alors on va essayer d'expliquer un peu ce que signifie cette présentation de son parcours. Partir du kantisme, ça n'est pas un hasard, c'est aussi la démarche de Cassirer que Goodman cite beaucoup dans Manière de faire des mondes et sur lequel on va revenir dans un instant. Et une des grandes leçons de Kant est que l'ordre du monde n'est pas dicté par ce dernier, puisqu'il y a des formes a priori qui ne dérivent pas de l'expérience et qui rendent celle-ci possible, comme la forme de la succession, le temps, ou encore la causalité, dont on a pu parler lors de la 3e séance et dont on a vu les questions qu'elle posait aux pragmatistes de la fin du XIXe siècle. Et en fait, selon Goodman, Kant représente le seuil à partir duquel la métaphysique se pose des interdits principiaux, comme l'interdit d'un réalisme ontologique au sens fort, pour étudier en fait plutôt la manière dont nous avons accès au réel. Et c'est une sorte de subjectivisation de l'idéalisme transcendantal qui va entraîner bientôt l'idée d'une constitution du réel par la conscience, constitution qui peut se faire de diverses manières selon les auteurs. Et en fait, chez C.I. Lewis, tel que le lit Goodman, cela se joue au niveau des concepts, c'est ce qu'il dit. Et il n'y a pas qu'une seule structure du plan transcendantal, selon lui, mais en fait divers plans d'expérience utilisant des outils conceptuels différents et concurrents, comme finalement autant de schèmes catégoriels qu'on sélectionnerait de manière pragmatique. Et en fait, le monde, pour C.I. Lewis, ne s'impose pas de manière absolue à l'esprit connaissant, c'est plutôt l'esprit qui va vers lui, qui tâtonne, qui la raisonne selon des approximations différentes en fonction de l'utilité qu'il en a par la physique ou encore la géométrie ou même des sous-spécialités de chacune des branches de la science. Et en fait, C.I. Lewis, c'est un logicien d'influence pragmatiste. Et il étudie donc les structures langagières et conceptuelles en observant dans la pragmatique du langage ce qui donne sens à l'énoncé, les termes qui lui sont plus ou moins superflus et ceux qui vraiment lui sont essentiels, ceux qui sont contextuels par exemple. Et en fait, lui, il va s'opposer à tout un courant qui arrive aux États-Unis à partir des années 30, du cercle de Vienne qui émigre aux États-Unis. Et en fait, il va essayer de montrer toute la part vraiment importante que prend l'expérience dans nos schèmes conceptuels, et le fait que l'expérience n'est pas quelque chose de purement subjectif, comme le dit l'empirisme logique, en opposant par exemple les faits et les valeurs, et il va essayer de montrer contre des partages de ce type que finalement les faits et les valeurs sont intriqués les uns avec les autres, et que une évaluation pour lui c'est déjà une connaissance. Un fait est toujours entremêlé d'évaluations qui lui donnent sens, tandis qu'en fait l'énoncé ne prend sens que face à ce fait, en tant qu'il est vérifiable par le fait dont on fait l'expérience et qu'on prédique. Et en fait, Lewis y insiste, il faut toujours évaluer quand on parle d'un fait, puisqu'en fait il faut savoir comment et quand appliquer un énoncé à une situation du monde pour que l'énoncé soit vérifiable. Et il va influencer la position de Goodman face aux positivistes du cercle de Vienne, que Goodman fréquente dans les années 1930, parce que à ce moment-là, il travaille en fait, il travaille à sa thèse, mais sur le temps long, puisqu'il fréquente aussi le monde de l'art et travaille dans une galerie, ce qui va influencer aussi beaucoup sa philosophie et
il va avoir une approche intéressante à la fois des sciences et de l'art pour cette raison. Et pendant ce temps, en fait, il fréquente Quine et puis Carnap, qui arrive aux États-Unis en 1935. Et celui-ci, en fait, est déjà à l'époque en train d'opérer un virage vraiment physicaliste, c'est-à-dire que il est de plus en plus positiviste. Et Goodman, en fait, va s'opposer à cette tendance du positivisme logique du cercle de Vienne et va récupérer plutôt la première philosophie de Carnap, qui est plutôt phénoméniste, en essayant de radicaliser un projet que Carnap avait initié, qui est vraiment constructionniste. Et en fait, il va finalement aboutir à sa thèse. Sa thèse va finir bonjour, bienvenue, en 1940. Donc pour faire le point, juste, je parle de la formation là, de Goodman et de l'avancement de ses travaux dans les années 1930-1940. Il y a si vous pouvez faire passer, il y a un plan du cours et un exemplier. Et donc il va finir sa thèse en 1940, thèse qui s'appelle l'étude des qualités, en fait qu'il va toujours reprendre, reformuler. Il va la publier en 1951 sous le titre Structure de l'apparence. Et le but de Goodman, en fait, c'est de pouvoir rendre compte de manière logique des apparences au lieu de les rejeter comme épiphénomènes, en fait. Et pour cela, il va partir des phénomènes et essayer d'en repérer les structures et dresser ce qu'il appelle une carte de l'apparence et une carte de l'expérience, pardon. Ce qui finalement revient à peu près au même chez lui. Je veux dire, l'apparence, c'est ce qui n'est pas dévalorisé parce que ce n'est pas l'apparence par opposition à la réalité, par exemple. Lui, la réalité est phénoménale, donc elle est constituée du tout des apparences. Et en fait, il emprunte à ce moment-là une notion que Lewis, donc un de ses professeurs à Harvard, avait développée, mais pas vraiment exploitée, la notion de qualia. Et il va y insister beaucoup plus que ne l'avait fait Lewis, en sortant de l'analyse du langage à proprement parler, qu'il trouve trop restreinte, pour décrire qualitativement l'ensemble de l'expérience phénoménale. Et donc, en fait, les qualia qu'il va essayer de décrire, ce sont des atomes d'expérience qui qualifient la réalité et qui sont en fait irréductibles aux propriétés décrites par les physicalistes, auxquels il essaye donc de s'opposer, les physicalistes du cercle de Vienne. Et donc, par exemple, il dit, on aura beau décrire la longueur d'onde de la couleur rouge, il y aura toujours une qualité particulière du rouge perçu, de la couleur en tant qu'expérience vécue, qui sera en fait tout aussi utile à la description du monde. Et ces qualia, il faut y intégrer les expériences perceptives, les sensations corporelles comme la douleur, la faim, la fatigue, la chaleur, et même les affects, les sentiments et les émotions. Et alors certes, ils sont subjectifs et privés, et pourtant, ils ne sont pas en fait que des illusions ou des productions de la pensée, puisque pour Goodman, on ne peut pas les produire par la simple imagination. Ces qualia, il faut bien un contact avec une chose chaude pour éprouver la brûlure et puis la douleur qui s'ensuit. Et de plus, en fait, c'est ça l'important, c'est que ce sont des universaux. C'est-à-dire que ce sont des éléments irréductibles, comme la chaleur ou le rouge, par exemple, qui se retrouvent dans de multiples expériences différentes, comme finalement un lexique qu'on pourrait réutiliser dans de nombreux cas. Et ces qualia, en fait, sont toujours des entités particulières et individuelles. Et donc, en fait, à partir de ça, Goodman développe l'idée d'une ontologie qui est nominaliste, en fait, c'est-à-dire qui part des individus. C'est-à-dire, pour essayer de décrire le monde, il va décrire le monde en termes de qualia, et il va dire que finalement, toutes les classes qui regroupent ces caractéristiques de l'expérience qui sont ponctuelles, qui sont subjectives, ce ne sont jamais que des catégories qui sont inventées de manière pratique, mais qui n'ont aucune réalité ontologique. Les grandes classes générales pour essayer de décrire la réalité. Et finalement, lui, il considère, comme un certain nominalisme, que finalement, le tout n'est jamais que l'ensemble des parties dans sa pensée du monde. C'est donc un nominalisme de type pluraliste. Et justement, ça n'est pas... en fait, il a essayé de développer un nominalisme qui n'est pas le même que celui à la même époque de Quine, par exemple,
qui est physicaliste, puisque en fait Quine essaye aussi de dire qu'il n'y a que des entités individuelles dans le monde, mais lui il est réductionniste, c'est-à-dire qu'il va dire que finalement toutes les classes abstraites ne sont jamais que la somme d'entités physiques. Et en fait Goodman s'oppose à cette réduction parce que pour lui il n'entend pas plus réduire finalement le monde à des qualia qu'à des atomes physiques. Il va dire qu'en fait, finalement, aucun mode de description n'est privilégié, aucune ontologie n'est privilégiée. Et en fait, quand il propose l'ontologie des qualia, ça n'est jamais qu'un exemple de mode de description parmi d'autres de la description qu'on peut faire du monde. C'est juste finalement un exemple particulier qui est de son invention pour dire que le monde peut se décrire en des termes à la fois universaux et subjectifs, mais et pas seulement en des termes physicalistes, mais il ne privilégie aucune ontologie particulière et il dit que dans des contextes différents, on aura besoin d'une approche par la matérialité atomique parfois, mais d'autres fois par les qualités éprouvées, d'autres fois encore par les mouvements ou par quelque unité de description que ce soit. Et en fait, il y a déjà là une forme d'ontologie pluraliste, mais non pas comme on a pu le voir dans les séances précédentes, au sens d'une ontologie donnée où on admettrait ensuite plusieurs types d'entités ou de substances, mais au sens méthodologique. C'est-à-dire comme si les ontologies étaient toutes des systèmes de description relatifs qu'on pouvait échanger au gré de nos besoins ou du grain qu'on voudrait avoir sur la réalité dans nos descriptions du réel. Mais on peut se demander alors quel est le réel que les diverses ontologies acceptables servent à décrire et comment on pourrait y avoir un accès en propre. Et alors là, le rationalisme de Goodman, qu'il hérite finalement du courant scientiste de Quine et Carnap, même s'il cherche à s'en opposer, il est aussi influencé par le positivisme de l'époque, ça l'entraîne à fuir toutes les idées qu'on pourrait avoir une intuition directe du réel. Et alors lui, il assimile ça notamment à Bergson, et il considère que l'idée d'intuition immédiate du réel qu'il perçoit chez Bergson est une sorte de mysticisme absurde, et que finalement il n'y a pas d'autre accès au monde à ses yeux qu'un accès qui passe par des concepts, par un langage, et il considère que voilà, toute forme de perception est déjà influencée par des concepts et qu'on ne peut pas avoir d'accès direct au monde. Et le problème, c'est que les concepts du langage ordinaire ne sont pas très adaptés non plus pour lui, pour vraiment bien décrire le monde qui nous entoure. Et donc, il critique aussi assez sévèrement des philosophies du langage ordinaire, en particulier celle du second Wittgenstein, en considérant que c'est un langage qui est vraiment à réformer dans son entièreté. Et notamment, il dit, voilà, on ne peut pas faire d'ontologie seulement à partir du langage ordinaire. C'est comme penser que le monde serait écrit en anglais. Et donc, pour lui, en fait, il faut réussir à isoler des entités irréductibles, comme les qualia, par exemple, sans qu'aucune approximation ne soit permise. Et alors, dans les années 1950, Goodman fait encore des détours par le monde de l'art, s'occupe d'expositions, fait du travail de critique et s'intéresse à de nombreux peintres et artistes. Puis il va revenir il continue de travailler en épistémologie à ce moment-là, évidemment. Et en 1955, en fait, après ces détours, il publie Faits, Fiction et Prédiction, où il interroge justement l'existence d'articulations naturelles du monde qui seraient indépendantes de nos usages linguistiques. Et en fait, il va refuser l'idée réaliste qu'on aurait un accès au monde indépendamment de nos concepts, en affirmant qu'on n'accède jamais, si on étudie précisément les mécanismes de notre perception, à un donné brut qui aurait déjà une forme et un sens donné à même le monde, mais que finalement on découpe les objets du monde d'après nos concepts et le grain que nous souhaitons. Et finalement, pour lui, à ce moment-là, il n'y a jamais que des versions de monde. On va étudier un peu plus ce que ça veut dire ensuite. Mais cependant, il n'est pas non plus idéaliste en quelque sorte, parce que ces versions de monde n'existent pas que dans notre subjectivité. Et en fait, il dit qu'on les rencontre selon la manière dont on vise une extériorité qui est là à chaque fois
d'une manière différente selon notre grille d'approche. Et ces grilles peuvent être multiples, et en fait, c'est pour ça qu'ils s'opposent tout autant à l'intellectualisme qu'à l'empirisme, qui ont déjà tranché pour une grille d'approche particulière du réel, qu'elle parte en fait des idées ou de l'expérience sensible dans sa matérialité. Et c'est pourquoi dans son avant-propos, qui est le deuxième texte de l'exemplier, dans l'avant-propos de Manière de faire des mondes, Goodman décrit finalement ce livre qui est l'un des points d'aboutissement en fait de sa cosmologie, comme un livre qui se brouille autant avec le rationalisme qu'avec l'empirisme, avec le matérialisme, l'idéalisme et le dualisme, avec essentialisme et existentialisme, avec mécanisme et vitalisme, avec mysticisme et scientisme, aussi bien qu'avec la plupart des autres doctrines. Et en fait, dans Faits, Fiction et Prédiction, Goodman opère ce passage dont il parlait dans la première citation, entre la structure des concepts de Lewis et la structure des différents systèmes de symboles qui va être véritablement son champ d'étude. Parce qu'il va montrer que la manière dont nous projetons nos prédicats sur le monde, dans l'induction, et par exemple le fait de dire « tous les corbeaux sont noirs », par exemple, n'est pas déterminée par le monde lui-même et ses régularités, comme le dirait un réaliste, puisque rien ne permet le passage de la généralité à l'universalité. C'était la critique de l'induction de Hume. La possibilité de trouver un corbeau d'une autre couleur que noir est toujours ouverte. Mais ce n'est pas non plus l'esprit et ses habitudes, comme le disait Hume, qui déterminent en fait le mécanisme de l'induction, parce que justement, Goodman dit, il y a des cas où l'habitude ne fonctionne pas. Si par exemple, dans cette pièce, toutes les personnes étaient cadettes de leur famille, ça n'implique pas qu'on va induire que la prochaine personne qui va rentrer dans cette pièce sera aussi un cadet. Et donc, bon, pour lui, on ne peut pas expliquer les mécanismes de projection de lois universelles de manière inductive par la simple habitude. Et en fait, pour lui, c'est d'après un certain schème de catégorisation du monde, en l'occurrence, généralement, c'est ce qu'il dit, le plus pratique et le plus courant, qu'on attribue ou non des prédicats à des événements par induction. Et en fait, il va dire qu'on préfère certains prédicats à d'autres, mais seulement parce qu'on a des schèmes de catégories en fait, que l'expérience nous a apprises comme étant les plus courants. Et il va dire, voilà, dans un schème réaliste ordinaire, si on a des attentes pratiques, dans notre utilisation actuelle du langage, bon, si on nous dit que telle pierre précieuse, par exemple, va avoir la couleur verte et puis à tel instant T devenir bleue, même si rien ne permet de vérifier notre préférence dans l'expérience à venir, on va avoir tendance à plutôt projeter le prédicat vert sur elle qu'un prédicat qu'invente Goodman qui s'appellerait bleu, qui signifierait plus exactement encore le passage de la pierre de l'état vert, de la couleur verte à la couleur bleue, même si ce terme, cet adjectif finalement serait plus adéquat c'est un exemple étrange, mais à la description de cette pierre, et qu'on pourrait en fait choisir un prédicat comme bleu si on était favorable par exemple à des croyances magiques ou à un schème qui accepte ce postulat de départ du changement de couleur. Et bon, alors du coup, selon le système symbolique où nous nous situons, nous ne projetterons pas les mêmes choses sur le monde, dit Goodman. Et dans Problems and Projects de 1972, Goodman va jusqu'à dire que les symboles utilisés par chaque schème selon la manière dont nous abordons ce qui nous est donné, mais que nous remodelons toujours forcément, sans quoi nous n'y aurions pas accès, le schème pragmatique de nos sociétés modernes, celui de telle tribu avec telle sorte de croyance, le schème de tel artiste qui s'intéressera aux couleurs, de tel autre qui insistera sur les contrastes ou l'autre sur les traits, le schème de tel biologiste qui regardera le réel en termes de sélection naturelle et de fonctionnement organique selon une partition vivant-non-vivant, ou encore le schème du physicien quantique qui décrira ces objets avec des termes encore tout à fait différents de l'astronome, etc., que tous ces symboles ne nous donnent pas seulement à voir le monde de bien des façons, mais qu'ils créent des réalités que nous décrivons par leur entremise. Et cette pensée goodmanienne est influencée, entre autres, par la lecture de Cassirer. Et en fait, celui-ci, dans une lignée du néo-kantisme, développe l'idée qu'il y a plusieurs épistémologies, plusieurs approches du réel, qui ne passent pas
que par l'étude critique de la perception et de ses conditions de possibilité, mais aussi par l'étude de l'ensemble de nos formes symboliques, culturelles et sociales, qui sont autant de mises en forme de l'expérience. Et Cassirer distingue notamment 3 formes d'épistémologie: la pensée mythique, la pensée discursive et la pensée scientifique, qui forment chacune un monde au moins, monde auquel on ne pourrait accéder sans concept de ce type ni langage. Mais en fait, alors que Cassirer voit dans ses pensées un imbriquement, voyant apparaître l'une à partir de l'autre, la pensée mythique étant en quelque sorte la première, une sorte de rapport originel au monde, et qui aurait développé ensuite une pensée discursive et puis une pensée scientifique, Goodman, lui, va critiquer cette espèce d'engendrement des pensées et des mondes en disant qu'il n'y a pas d'antériorité ou de préséance de ces manières de faire des mondes. Et finalement, il va affirmer que la question du fondement ou d'un rapport premier au monde, même s'il est déjà pris dans des formes symboliques primaires, n'est pas une question philosophique. En fait, puisque pour lui, on n'a aucun moyen d'y répondre, on est pris toujours dans des réseaux symboliques, et les conceptions de l'homme qu'elle implique sont forcément naïves. Il faudrait imaginer un état antisocial, qui soit prélangagier, où nos facultés cognitives sont en fait quasiment vierges, c'est-à-dire en deçà des formations de l'habitude et de l'expérience. Bref, en fait, il faudrait être un pur être immaculé, ce qui n'existe que dans notre imagination. Et les références à Cassirer sont cependant nombreuses dans la manière de faire des mondes, même s'il l'a critiqué. Et en fait, c'est à lui que Goodman se réfère quand il affirme parler d'une pluralité de mondes. Mais en fait, la question qu'on peut se poser de prime abord, comme ça, c'est pourquoi, finalement, des réseaux symboliques forment un monde ? En somme, pourquoi ontologiser une épistémologie et donner une dimension d'être aux multiples manières d'accéder à l'être ? Et en fait, on va essayer d'élucider ce que veut dire au juste Goodman en nous arrêtant sur manière de faire des mondes. Son ouvrage, vraiment, on peut dire clé, parce que ça résume beaucoup de points de son épistémologie et de sa cosmologie, et même ça en avance de nouveaux et de nouvelles réponses, donc de 1978, en fixant notre attention sur 3 grands aspects de la doctrine goodmanienne. D'abord, le pluralisme cosmologique, la thèse selon laquelle il existe plusieurs mondes. Ensuite, le constructivisme cosmologique, le fait de dire que c'est nous qui les construisons, ce qui est encore autre chose. Et puis, la normativité, ce que j'appelle la normativité cosmologique, c'est-à-dire le fait de dire que finalement, il y a quand même des règles, que tout ne peut pas faire monde, que les mondes ne pullulent pas comme ça, et qu'il y a de meilleures manières que d'autres de faire des mondes. Donc voilà, ça va être les 3 temps que vous pouvez voir dans le plan, si vous êtes perdu. Donc, d'abord, pluralisme cosmologique. Bon, généralement, d'ordinaire, on pense par ce terme aux théories des mondes possibles, en fait. Et Victor Béguin, il y a 2 semaines, dans le texte qu'il nous a proposé sur Leibniz, et qui est disponible sur le site du séminaire, a bien expliqué que chez ce dernier, le monde, entendu comme toute la suite et toute la collection de toutes les choses existantes, ne pouvait être que le tout unique de l'ensemble des choses spatio-temporelles et de leur devenir. Et alors, il apparaît que le détail de ce monde, est cependant contingent à nos yeux, et qu'en changeant quelques points seulement du monde, quelques détails historiques par exemple, on peut penser d'autres mondes possibles, mais tout en usant de cette notion de monde possible, Leibniz en dénie en vérité la possibilité réelle, puisque selon lui, parmi l'infinité des mondes possibles, Dieu aurait choisi le meilleur, au point que rien ne pourrait être autrement qu'il n'est en vérité, y compris les mots de ce monde, qui sont la part nécessaire pour qu'existe le bien, puisque, dit-il, l'univers est tout d'une pièce comme un océan. Et en fait, l'infinité des mondes possibles, un monde nouveau apparaissant à chaque fois que dans l'histoire on pense une alternative entre 2 solutions dont la coexistence impliquerait une contradiction logique, n'a finalement d'existence que dans l'entendement divin, qui choisit le meilleur possible, sans en avoir vraiment le choix, au sens de la fantaisie d'ailleurs, puisque le monde actuel est ce qui tend le plus naturellement à l'existence, et ce qui a le plus d'essence. Et cette notion de pluralisme cosmologique entendue au sens de pluralité des mondes possibles va connaître un grand essor au XXe siècle, pour mieux comprendre la catégorie de la modalité en logique et en sémantique,
le vrai et le faux étant dès lors définis comme vrai et faux dans le monde actuel, le possible comme vrai dans au moins un monde possible, le contingent comme vrai dans certains mondes possibles et faux dans d'autres, le nécessaire comme vrai dans tous les mondes possibles, et l'impossible, ce qui n'est vrai dans aucun monde. L'exemple typique étant la contradiction logique. Mais en fait, quel que soit le statut qu'on donne à ces mondes possibles, puisque certains défendent une version réaliste de ces mondes possibles, finalement, ces théories n'impliquent pas, de manière générale, bon, peut-être je les caricature un peu, je ne les connais pas dans le détail, mais elles n'impliquent pas de poser le monde actuel comme problème en révélant une pluralité en son sein. Et en fait, c'est une toute autre démarche que celle qui va conduire au pluralisme cosmologique de Nelson Goodman. Bon, j'en ai déjà rapidement tracé le mouvement, la direction qui amenait d'un rapport au monde subjectivisé à une approche du monde depuis notre perspective, mais par l'objectivité des concepts, puis plus largement des formes symboliques, qui non seulement donnaient forme et sens à l'expérience, mais de surcroît construisaient les réalités dont nous étions témoins. Et alors on va voir que l'arrière-fond conceptuel de manière de faire des mondes est, ça va nous éclairer un peu de le comprendre, c'est ce qu'on pourrait appeler un irréalisme. Alors, en fait, ça implique de défendre, au niveau d'abord de nos modes d'accès au monde, une incomplétude descriptive, c'est-à-dire qu'aucune description du monde ne sera jamais suffisante pour satisfaire tous nos besoins représentatifs, l'accès à un point de vue omniscient de type divin nous étant interdit. Ensuite, ça implique toujours... Tu peux repréciser ce que ça veut dire, ça c'est-à-dire l'incomplétude descriptive. C'est-à-dire, on n'aura jamais une description complète. Ouais, et du coup, on est obligé d'avoir une pluralité de descriptions. Mais on ne pourra pas atteindre non plus à une complétude en ayant une pluralité. Non, mais à chaque fois, en fait, on ne vise jamais la totalité mondaine, on vise jamais que des aspects particuliers, on a besoin de grilles d'approche particulières, des grilles descriptives particulières pour pouvoir viser tous les aspects qui nous intéressent à chaque fois qu'on a besoin de se pencher sur un aspect. Donc ça, c'est le principe finalement d'incomplétude descriptive. Il y a, au niveau de notre mode d'accès encore, il y a un relativisme descriptif qui en est finalement concomitant. En fait, relativisme descriptif, on pourrait appeler ça un antiréalisme sémantique. C'est-à-dire qu'une expression, une expression comme le réel, ça te fait tiquer, c'est toujours relatif à un système constructionnel ou descriptif. C'est-à-dire qu'on parle jamais du réel en soi, finalement... C'est-à-dire qu'il faut toujours réincorporer la notion de réel dans un cadre de description. On ne peut pas parler du réel sans en fait référer à un cadre descriptif particulier. Et en fait, il y a beaucoup de cadres descriptifs différents qui donneront des sens différents au mot réel. Et donc ça, c'est au niveau de nos approches du monde. Et au niveau ontologique, ça implique un anti-réalisme, puisque en fait, aucune ontologie ne pourrait être fidèle au monde tel qu'il est, comme le dit Goodman, on ne peut pas avoir accès à un accès intuitif au monde, et ça implique un pluralisme, d'abord pluralisme ontologique, défendre l'idée, je l'ai dit, qu'il y a une multiplicité d'engagements ontologiques irréductibles d'abord, et puis qui peuvent être valables vraiment, mais selon le contexte et leur pertinence vis-à-vis des objectifs recherchés. On peut utiliser dans un cas une ontologie de type celle de la physique quantique, une autre fois une ontologie des qualia, etc. Et donc ces ontologies sont irréductibles et elles sont valables dans des contextes différents selon ce qu'on vise. Et en fait, c'est le terreau d'un pluralisme cosmologique. C'est-à-dire l'idée que l'ensemble de ces choses du monde, qu'on peut requalifier ontologiquement de bien des manières, forment des mondes différents selon nos méthodes de construction. Mais ça peut paraître paradoxal parce que dans les textes que je vous ai postés sur le site, vous avez sans doute pas eu le temps de les regarder, j'aurais peut-être dû les mettre un petit peu plus tôt, mais vous pourrez les relire à l'occasion. Goodman semble finalement peu sensible à cette appellation de pluralisme, et justement dans le premier chapitre de Manière de faire des mondes, il assure, c'est la citation 3 de l'exemplier, lié au... D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis en fait. Oui. Lié au titre équivoque de William James, Un univers pluraliste,
le choix entre le monisme et le pluralisme tend à s'évanouir sous l'analyse. S'il n'existe qu'un seul monde, il doit embrasser une multiplicité d'aspects contrastés. S'il y a plusieurs mondes, leur regroupement est un. Le monde unique peut être appréhendé comme multiple, ou les mondes pluriels comme un. L'un et le multiple dépendent de la manière d'appréhender. Alors Goodman, en fait, s'attaque d'emblée au premier problème que tout lecteur se posera en commençant de le lire. Si l'on produit deux énoncés concurrents sur le monde, en fait, on pourra toujours les resituer dans un cadre de référence. Par exemple, si on dit que la Terre tourne autour du Soleil, on pourra dire que c'est vrai dans le cadre de l'héliocentrisme, et puis si l'on dit que c'est l'inverse, l'énoncé est toujours vrai dans le cadre du géocentrisme, sans que ce cadre forme un monde à proprement parler. C'est plutôt ce cadre descriptif appartient plutôt à notre mode de description du monde, en fait. Et pourtant, ouais. Ouais. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est faux. Dans le sens, c'est faux Ouais. que la Terre tourne autour du Soleil, au sens de la... Enfin, la théorie a été réfutée, on peut dire. Ouais. Et que ce que Goodman dit dans le texte que tu paraphrases, c'est vrai, mais c'est pas une pluralité de mondes, c'est juste deux références dans le même monde dans la même description qui est celle d'Einstein. Pour ça, je sais pas si vous avez lu le texte qu'il a envoyé, où il dit il y a les deux déclarations, le soleil se meut tout le temps et le soleil ne se meut jamais, qui sont tous les deux vrais selon le cadre de référence A ou B, et qui sont des cadres de référence qui appartiennent à la théorie d'Einstein. Ouais. Et qui forment le même monde. Enfin, moi, je vois pas pourquoi ça formerait des mondes différents. Du coup, Oui, d'accord. Mais bon, là, le point était seulement de dire que les énoncés peuvent toujours être recités dans un cadre de référence qui ne semble pas appartenir au réel. En fait, bon, là, en l'occurrence, que ça soit vrai dans le cadre d'une autre théorie importe peu. C'est-à-dire que le propos, là, c'est de dire pourquoi, en fait, des énoncés de ce type, qu'on réfère toujours en dernière instance à un cadre de référence, que ce soit finalement, on peut dire, d'accord, en dernière instance, le cadre de la théorie d'Einstein, eh bien, en quoi ça serait du côté du réel plutôt que du côté de nos modes de description. Il me semble que c'est la question qui est posée au début de Manière de faire des mondes. oui. Et à laquelle il essaye de répondre. Mais c'est l'interrogation générale que j'essaye de soulever, c'est que il y a une bizarrerie en quelque sorte à faire le pas entre dire voilà, on a plusieurs cadres de référence ou cadres descriptifs pour parler du monde, et puis dire bah, chacun fait un monde. Et en fait, oui, Goodman a l'air de dire finalement que ça n'importe pas de voir s'il y a un pluralisme véritable, et qu'en fait on peut en rester au niveau de nos cadres de référence, donc à un niveau épistémologique, sauf que souvent, à de nombreuses reprises, il assure qu'il existe une multiplicité de mondes. C'est la grande thèse de son livre. Et il assure de surcroît, on va le voir, qu'on construit ces mondes. Et notamment dans Langage de l'art, un peu auparavant, en 1968, il affirmait « La nature est un produit de l'art et du discours ». Et en fait, il faut donc passer d'un cadre de référence qui explique nos énoncés sur le monde, d'une sorte de vision du monde, à l'idée que cette vision fait monde. C'est ça le problème un peu. Et comment, en fait, ce pas, qui est provocateur, entre nos modes de discours sur le réel, nos approches du réel, en somme, et cette réalité elle-même se fait. Et en fait, Goodman est un peu ambigu parfois à ce propos, puisqu'il commence en fait par dire que nous n'avons pas accès à un réel en soi, mais que nous sommes obligés de passer par des modes de description culturels, socio-historiquement situés, implantés dans un langage, dans une logique, dans une métaphysique et une esthétique, ce qui nous oblige à parler toujours de ces modes d'approche du réel. Et il dit, quoi qu'on ait à décrire, on est limité par les manières de décrire. À proprement parler, notre univers consiste en ces manières, plutôt qu'en un monde ou des mondes. C'est comme ça qu'il a l'air d'exclure finalement la problématique même du pluralisme. Goodman, en fait, se fait là agnostique, en quelque sorte, sur le monde, en lui-même. De façon un peu post-kantienne, il va nous rappeler à nos limites perspectivistes. Et en fait,
nous partons de cadres pour aborder ce que nous appelons le réel, et ceux-ci sont irréductibles les uns aux autres, contrairement à ce qu'essayent de faire toutes les formes de réductionnisme, mais notamment le réductionnisme matérialiste. Et il dit la biologie ne parlera pas d'un phénomène dans les mêmes termes que la physique, la phénoménologie, que la psychologie ou que la littérature, il faut s'y résoudre. Et finalement, il dit qu'on ne peut pas trancher entre ces modes d'approche du réel par une comparaison avec ce réel qui sélectionnerait le mode de description le plus adéquat, puisque le monde avec lequel nous les comparerions serait toujours décrit et perçu depuis une certaine approche. Par exemple, celle de la physique, si l'on décidait de confronter une description proustienne du mouvement, par exemple, à l'épreuve expérimentale. Et là encore, Goodman se veut agnostique quant à l'idée d'un monde en soi, dont tous ces modes d'approche ne seraient que des versions. Mais il assure que si certains veulent en garder l'idée par amour, dit-il, pour lui, il n'est pas nécessaire, ou c'est en tout cas un monde perdu, dit-il, que l'idée de réel en soi. Et en fait, à partir de cette non-nécessité d'un monde en soi, Goodman met l'accent sur l'importance des versions, qui ne sont pas que des apparences, mais bien tout ce que nous avons du monde. Et donc, en fait, il va leur donner une teneur ontologique en disant qu'à moins d'en rester perpétuellement au regret d'un arrière-monde, eh bien, ces versions sont bien nos mondes. Et en fait, c'est un pas qui n'est pas justifié par un argument ontologique fort, mais par la simple possibilité de traiter ainsi ces versions, une possibilité qui fait sens à partir du moment où l'on se rend compte que l'on peut se passer de l'idée d'un monde en soi sans que cela change rien. Et en fait, c'est finalement un reste de pragmatisme chez lui. Ce qui ne fait pas de différence dans les conséquences peut être éliminé. Et si la dispute métaphysique entre monisme et pluralisme lui est égale, dans les faits, en fait, le pluralisme, à un niveau qui est ici cosmologique et non plus ontologique, fonctionne. Et du coup, comme il l'affirme dans le premier chapitre de Manière de faire des mondes, les descriptions correctes du monde, les dépictions du monde, les perceptions du monde, les manières dont le monde est, ou seulement les versions, peuvent être traitées comme nos mondes. Alors, d'ailleurs, il parle là de description correcte, il va falloir nous interroger sur ce que cela veut dire, et on va y revenir à la fin. Mais tout d'abord, essayons de comprendre en quoi exactement une perception ou une œuvre d'art, par exemple, qui représenterait quelque chose, pourrait être une version du monde ou finalement un monde. En somme, qu'est-ce que faire monde pour une œuvre d'art, par exemple ? Ça peut être troublant comme idée, finalement, à moins de traiter ça comme une simple image. Mais Goodman dit qu'il faut prendre au sérieux cette idée que même l'art fait monde. Et alors, tout d'abord, il explique qu'elle tente de représenter le monde de la perception ou qu'elle soit abstraite. Une toile, par exemple, sera toujours l'exemplification d'un système plus global de représentation qui choisira de mettre l'accent sur une dimension de nos représentations, que ce soit la couleur, le trait, le contraste, la verticalité, la texture, l'éclatement ou la synthèse. Et si nous abandonnons la croyance réaliste en un vrai monde, dont la toile ne serait que la représentation déformée, en renonçant de ce fait au primat de la perception, en fait, pour considérer celle-ci comme une construction au même titre que tout système symbolique, il n'y a pas de raison dans ce cas de ne pas donner la même valeur ontologique à des représentations picturales qu'à notre perception ordinaire ou au discours scientifique nous peignant un monde particulier ou ondulatoire. Mais, de surcroît, on pourrait ajouter qu'une œuvre fait d'autant plus monde qu'elle affecte les autres versions du monde, en imposant ses traits, de même que d'ordinaire, la version particulière qu'est la perception courante, impose ses caractéristiques comme étant celles du réel véritable. Et si nous sommes, par exemple, si familiers de l'œuvre d'un peintre qu'il arrive à contaminer nos perceptions, par exemple, il ira peut-être jusqu'à être plus réel pour nous que le monde perçu, comme le bel exemple proustien du port de Cacaruit, que le narrateur ne voit plus qu'à travers la peinture qu'Elstir en a faite, ou celle de Swann, qui ne trouve de la beauté à Odette que parce qu'il la voit à travers les œuvres de Botticelli, et le narrateur, d'ailleurs, dans Sodome et Gomorrhe, va dans ce sens en disant « Le peintre original procède à la façon des oculistes. Le traitement par leur peinture n'est pas toujours agréable. Quand il est terminé, le praticien nous dit « Maintenant, regardez ».
Et voici que le monde, qui n'a pas été créé une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu, nous apparaît entièrement différent de l'ancien, mais parfaitement clair. Ah oui, raté. Ce n'est pas parce qu'une fiction, en fait, ne réfère à rien dans la réalité historique qui nous entoure qu'elle ne s'applique pas très bien à elle, jusqu'à en transformer sa compréhension au même titre que les sciences. Et notre image du monde, en fait, est le produit de la description et de la dépiction, dit Goodman au chapitre 6 de Manière de faire des mondes. En fait, faire le portrait de Don Quichotte ne réfère à rien, d'accord, mais participe aussi à la construction de mondes réels. Parce que, dit-il, les fictions peuvent s'appliquer à beaucoup de gens et de cas réels, métaphoriquement, et la fiction ne s'applique ni à rien, ni à des mondes possibles diaphanes, mais bien au monde réel. Et les auteurs et les artistes, comme les autres, prennent, défont et refont nos mondes familiers de manière reconnaissable. Et nos mondes sont aussi informés par les motifs et sentiments des œuvres abstraites, même si elles n'ont pas forcément de sujet, parce que celles-ci réorganisent par exemple les formes ou les couleurs ou des dimensions de notre expérience du réel. Et si le monde est finalement seulement ce dont on fait tout un monde, c'est-à-dire ce qui nous importe le plus, alors celui qui vit par l'art n'aura pas de mal à considérer l'univers d'un peintre ou d'un écrivain comme un monde, et peut-être le plus véritable, quoique d'ordinaire on accorde tous spontanément un primat à la perception en fait. Et c'est sans doute en fait parce que celle-ci, la perception, nous apparaît moins artificielle que les œuvres d'art, mais Goodman, comme bien d'autres en fait à la suite de la psychologie de la forme, de la phénoménologie aussi, veulent montrer qu'elle est tout autant un objet de construction. De même que les hypothèses scientifiques qui construisent des cadres expérimentaux qui vont sélectionner des facteurs qui importent à l'expérience. Et en fait, ces constructions ne sont pas décrédibilisées pour cela. Au contraire, tout d'abord, Goodman veut réhabiliter l'idée de construction qui est d'ordinaire associée à la fausseté, à la fiction ou à la manipulation. Et en fait, il entend par là, pour sa part, non pas une mise en scène d'apparence trompeuse, mais bien un engendrement de la réalité telle qu'elle est. Et en fait, c'est l'erreur. On se croit incapable, d'ordinaire, d'une fabrication du monde. Parce que cela nous semble absurde, tant la variété, l'immensité du réel nous écrase de leurs dimensions qui sont vraiment faramineuses. Et en fait, Goodman dit qu'on est victime de deux complexes. D'abord, le complexe consistant à dire « le monde est si merveilleux que je ne pourrais bien faire cela ». Et puis l'autre qui va à son opposé « le monde est si terrible que je ne veux pas être blâmé pour cela ». Et finalement, ces deux constructions s'appuient sur une notion un peu magique de la fabrication, comme une œuvre propre qui serait sortie de nulle part, qui dépendrait entièrement de nous. Mais en fait, dit Goodman, on ne bâtit rien à partir de rien. Et c'est là une simplification déjà de notre tâche de conceptualisation. Toute construction est une reconstruction à partir de la réorganisation de matériaux préexistants. Et finalement, comme le dit Goodman dans Manière de faire des mondes, faire sert refaire. Et ces matériaux que nous réagençons, on peut se demander ce qu'ils sont. Et si par hasard il ne serait pas à un moment donné le réel cru sans médiation tout de même. Et en fait, Goodman dit non, on ne réagence pas un réel auquel on aurait accès intuitivement immédiatement, on n'y a pas accès, et il s'agit à chaque fois d'autres versions du monde qui elles-mêmes se sont bâties sur d'autres versions sans qu'on puisse remonter à un monde originel dont elles seraient les versions. Alors là, en fait, il y a deux principes en jeu. L'un est épistémologique. Il s'agit de dire qu'on ne part jamais d'un point de départ intuitif et immédiat qui n'aurait été lui-même médiatisé par quelque opération théorique antérieure. Même ma perception, en fait, du mouvement, par exemple, est le fruit d'un apprentissage par l'expérience et d'un travail de supplémentation de mon cerveau qui remplit à la fois le point aveugle du nerf optique, au point qu'il m'est inaperçu, mais qui ajoute aussi de multiples dimensions à nos percepts, comme la continuité, par exemple. C'est un exemple que prend Goodman. Elle est due, en fait, à la persistance rétinienne et à des mécanismes ressortissants de processus analogues à ce qu'on appelle les illusions d'optique. Et ainsi, lorsqu'on fait une expérience de points lumineux qu'on allume à quelques millisecondes près
de droite à gauche, par exemple, avec des petits écarts entre eux, finalement, notre cerveau va remplir ces écarts entre les points pour nous faire imaginer que le point se déplace de manière continue, comme une ligne. Et le deuxième principe, donc, ça c'est la part, on va dire, épistémologique. Le deuxième principe, il est plutôt ontologique, c'est de dire qu'il est impossible, je cite, de trouver quelques traits du monde qui ne soient pas indépendants de toutes les versions. Et alors, comme il le répète dans un passage que je vous ai envoyé et qui est sur le site aussi, oui, en fait, il reprend une critique du mythe du donné pur, immédiat, ou d'un contenu non structuré et conceptualisé qu'il attribue à toute une tradition, Berkeley, Kant, Cassirer. On pourrait citer en fait aussi le mythe du donné de Wilfrid Sellars, qui critique cette idée d'un accès au monde intuitif et immédiat. Et il va dire, en fait, il y a des mots sans monde, mais pas de monde sans mots ou symboles. Et bon, on pourrait peut-être critiquer la part de ces théories qui en fait est héritée d'une conception anthropologique qui a pu être largement critiquée, qui est en gros les thèses de Sapir-Whorf, qui consiste à dire que toute notre vision du monde et donc en fait tout notre accès au monde et le monde lui-même est en quelque sorte formé par nos concepts et par notre langue. Et ça a été largement critiqué. Martin Fortier me disait l'autre jour qu'il y avait beaucoup d'études qui maintenant réfutaient complètement ces théories, mais lui-même me rappelait que notamment l'illusion d'optique qu'on appelle de Müller-Lyer, qui consiste à prendre des segments de taille égale et puis à leur bout de mettre des flèches qui sont soit rentrées, soit vers l'extérieur, de manière à ce qu'on voit les segments comme étant les uns plus grands que les autres. Eh bien, cette illusion, certaines tribus, alors je pense d'Amazonie, si je ne me trompe pas, c'est souvent là qu'on va étudier, n'y sont pas sensibles. Et en fait, c'est parce que, d'après l'hypothèse la plus convaincante pour l'instant, leur monde en fait n'est pas fait d'architecture charpentée et que tout simplement leur vision n'est pas leur expérience n'a pas appris à mesurer des distances à partir d'angles droits et de formes architecturales telles que les nôtres. Et en fait, finalement, on peut dire donc ici que même si ça n'est pas forcément exactement le langage, en tout cas, il y a une influence de structure symbolique, ici architecturale, sur notre construction perceptive du monde. Voilà. Alors, donc, ce deuxième principe, en fait, ontologique chez Goodman, est un anti-fondationalisme. C'est-à-dire que pour faire un monde, on part toujours d'autres mondes préexistants, je l'ai dit, et il est inutile de chercher un commencement premier. Goodman dit à un moment que ça serait une question théologique à la limite, mais que ça n'importe pas pour le philosophe. Et il y a en fait non seulement ici la mention de l'inutilité de la démarche de trouver un monde premier à partir duquel on construirait d'autres mondes, mais même la position de son impossibilité. Et donc, à partir de là, on peut étudier ce qu'on peut considérer comme un constructivisme cosmologique et voir exactement comment il fonctionne, d'après Goodman. En fait, immédiatement, il faut séparer ce constructivisme cosmologique de ce qu'on pourrait prendre pour un irréalisme de type en fait immatérialiste et finalement idéaliste, qui verrait se faire la constitution du monde depuis la puissance créatrice d'une conscience qui aurait une puissance transcendantale ou des idées innées ou ce type de choses. Et en fait, Hilary Putnam, dans la préface qu'il a rédigée à Fait, Fiction et Prédiction, rappelle précisément à propos de Goodman que chez lui, je cite, « Le véritable problème n'est pas du côté de l'inné, selon lui, mais plutôt du côté de l'évolution culturelle. Nous sommes des constructeurs de mondes, nous construisons constamment de nouveaux mondes avec le matériau des anciens. Ce que nous voyons, percevons, touchons est toujours en procès, le procès de notre propre construction. La question psychologique importante ici, c'est de savoir comment nous donnons forme à ce procès et comment nous y naviguons. » Alors, donc, ce procès de construction, il se fait de manière active dans une composition de perception et de croyance qui recompose des données de l'expérience, de la culture ou du langage.
J'ai cité tout à l'heure un exemple de la perception, le point lumineux qui se déplace et dont on perçoit la continuité du mouvement. Je vais essayer à présent d'expliciter cette notion de construction à partir de versions, elles-mêmes composées de versions antérieures, avec un exemple tiré du domaine artistique, qui n'est pas celui de Goodman, mais qui s'applique, il me semble, assez bien. Si on prend par exemple la symphonie Timbre, Espace, Mouvement de Dutilleux, outre le fait qu'elle se place dans une continuité historique, avec d'autres œuvres travaillant le timbre à la même époque, afin de donner à voir toute la richesse de son perceptible, elle est peut-être, entre autres, la traduction sonore, en quelque sorte, d'une œuvre de Van Gogh, que le compositeur a d'ailleurs mentionné en sous-titre, La Nuit étoilée. Alors l'orchestration privilégie des timbres graves, la réorganisation de l'espace autour du pupitre de violoncelle, il y a une rythmique tournoyante qui alterne des phases statiques et des fusées flamboyantes, et en fait, le compositeur semble essayer de peindre de manière sonore la nuit tourbillonnante de Van Gogh, et selon les dires même de Dutilleux, l'effet de tournoiement quasi cosmique qui s'en dégage. Mais le peintre lui-même, pour mettre en forme la nuit étoilée, part d'autres versions du monde. Celles des impressionnistes à qui il succède, mais aussi les versions qu'il perçoit dans ses crises de démence, et puis une nuit étoilée sur le Rhône qu'il a peint précédemment. Et certes, il se réfère à un objet représenté, la nuit et ses étoiles, au-dessus de Saint-Rémy de Provence, qui lui est bien réel, en fait, et ça n'est pas, on pourrait le dire de prime abord, une version, mais en fait ce n'est pas le cas, puisque comme dirait Goodman, finalement même la nuit étoilée, nous la fabriquons. Et à un critique qui lui disait « nous n'avons pas fait les étoiles », Goodman répondait justement « nous faisons une étoile, tout comme nous faisons une constellation, en assemblant ses parties et en la détourant. » Et en fait, nous détourons ces étoiles parce que notre vision a été habituée à fonctionner par contraste et isolation d'objets sur un fond coloré et contrasté, contrairement, par exemple, à d'autres espèces animales qui privilégient finalement d'autres dimensions de l'expérience, comme les surfaces pour certains oiseaux qui ont besoin de se poser, par exemple. Et on les détourne aussi parce qu'on a appris par des récits anciens, des savoirs pratiques, qui les utilisaient pour se guider dans la nuit, ou par les sciences de l'astronomie, à les repérer, à les nommer, et ce, à partir d'un travail fait par d'autres hommes que nous, et antérieur toujours. Finalement, le travail de construction s'échafaude toujours sur des versions, et nous arrivons finalement dans un monde qui est déjà constitué de multiples versions, qu'on ne fait jamais que recomposer, en quelque sorte. Les meilleures recompositions étant les plus originales à travers les théories scientifiques qui fonctionnent, les grandes œuvres d'art, etc. Et justement, ce travail de construction suit quelques méthodes récurrentes qui sont développées dans Manière de faire des mondes, qui justement, dans le propos, est d'examiner ces manières. Et en fait, Goodman, dans la partie 4 du chapitre 1 de Manière de faire des mondes, en fait une sorte de petite typologie qu'il est bon de reprendre, en expliquant d'abord que nous fonctionnons par composition et décomposition. En fait, pour lui, faire le monde, ça consiste notamment à séparer et à réunir des objets en catégories. Chaque nouveau monde est une réorganisation d'autres mondes. Ça affecte des conceptions, des attributs ordinaires des choses du monde, justement, comme par exemple l'identité ou la répétition. Et donc, par exemple, l'identité des choses dans un monde dépend en fait de ce que contient ce monde tel qu'il est organisé. Alors Goodman dit un Esquimau ne comprendra pas les distinctions d'un habitant de Samoa car il ne composera pas en fait les mêmes catégories et les mêmes ensembles pour regrouper certaines choses entre elles. Mais pour citer un exemple que Goodman n'emploie pas lui-même mais qui est parlant et un peu plus précis, parce que Goodman est quand même souvent assez allusif dans ses références, on peut penser à ce que dit Worf dans Linguistique et Anthropologie à propos de la langue Hopi. Il explique en fait que celle-ci catégorise de façon différente ce qui pour nous n'appartient pas au même champ, à savoir ce qui vole. Je cite, « Le Hopi possède un seul nom pour désigner toutes les choses et tous les êtres qui volent, à l'exception des oiseaux dont la catégorie est exprimée par un autre nom. Le premier terme a une valeur générique qui pourrait se traduire littéralement par catégorie comprenant tous ceux qui volent, les oiseaux exceptés. Le Hopi désigne par le même mot un insecte, un avion, un aviateur, et pour lui la chose ne présente pas de difficulté.
lorsqu'on a affaire à une catégorie linguistique comprenant un grand nombre d'éléments disparates, comme c'est le cas ici, c'est évidemment la situation qui dissipe les confusions possibles. Et en fait, Worf va plus loin encore en constatant que la langue Hopi est porteuse d'une véritable cosmologie, c'est-à-dire d'une vision du monde qui affecte véritablement leur monde. Et en particulier, les Hopi n'ont pas de terme pour séparer l'espace et le temps. Et ils n'ont donc pas de notion de temps à proprement parler, isolement de l'espace, qui chez eux, en fait, est immédiatement temporalisé en quelque sorte. Et en fait, dans cette langue et ce schème descriptif, ils parviennent aussi bien que nous à décrire correctement, d'une façon pragmatique et opératoire, dit Worf, tous les phénomènes de l'univers. Je recite, c'est dans l'exemple lié à la fin. De même qu'il est possible de concevoir un nombre illimité de géométries non euclidiennes qui donnent une description également parfaite des configurations spatiales, de même il peut exister des descriptions de l'univers tout aussi valables qui ne contiennent pas les contrastes qui nous sont familiers de temps et d'espace. La théorie de la relativité dans la physique moderne est une description du même ordre, conçue en termes mathématiques, et la vision du monde Hopi en est une autre, entièrement différente, non mathématique et linguistique. La langue et la culture Hopi recèlent donc une métaphysique, au même titre que notre conception prétendument naïve du temps et de l'espace, ou que la théorie de la relativité. Et en fait, cette langue Hopi, dit Worf, utilise pour cela des concepts et des abstractions qui n'ont pas d'équivalent exact dans les langues indo-européennes, qui peuvent nous sembler mystiques, dit-il, et dans le propre notamment de théories animistes, mais comme le dit Worf, et c'est la dernière citation de l'exemplier, il convient de préciser que ces abstractions et ces postulats sous-jacents de la métaphysique Hopi sont, d'un point de vue objectif, aussi justifiés sur le plan pragmatique et empirique, et même plus pour le Hopi, que le temps mouvant et l'espace statique de notre propre métaphysique, qui, au fond, sont pareillement mystiques. Il faut noter que si certains travaux de Worf, notamment sur la perception des couleurs chez les Esquimaux, qui seraient transformés par leur usage de la langue, ont été décrédibilisés, je le disais tout à l'heure, par des études à la fois de psychologie cognitive et d'anthropologie, notamment les travaux de Kay et Berlin, ces travaux, en fait, plus larges que l'hypothèse dite de Sapir-Whorf sur la création d'une vision cosmologique et la perception spécifique de l'espace et du temps à partir d'un cadre culturel et conceptuel particulier, sont toujours d'actualité. Autre exemple d'organisation qui implique une formation différente du monde perçu selon nos classifications, ce qu'on perçoit ou non comme répétition. La répétition, en fait, pour Goodman, est tout autant relative à l'organisation. Et ainsi, dit-il, une expérience scientifique, en fait, ne répète à proprement parler la même expérience qui a été faite dans le même laboratoire la veille que par rapport à la théorie que le scientifique cherche à tester. Mais si l'on considère d'autres facteurs, on trouvera toujours des différences entre les deux expériences. Et c'est ce que dit George Thompson, cité par Goodman. On ne répète l'expérience que comme exemple de la théorie. C'est la même chose pour deux interprétations d'une même œuvre musicale. Par deux orchestres différents, par exemple. Ces interprétations, en fait, peuvent différer selon certains aspects qui vont être nets, même aux oreilles du public, mais elles pourront être vues malgré tout comme des répétitions de la même pièce relativement à la partition jouée. Le cadre organisationnel, en fait, quand il est différent, permet de penser là l'interprétation comme réplique sonore d'une partition et non plus comme version originale dans sa singularité d'artiste-interprète. Et en fait, les mondes diffèrent pour Goodman selon les genres retenus comme pertinents. Et ça, on le fait généralement dans la vie ordinaire, dans la perception, par l'habitude. Et certains genres qui vont être pertinents dans un monde seront traités comme non pertinents dans un autre. C'est une question d'organisation, dit-il. Lié à cela, une autre méthode est la question de la pondération. En fait, pour Goodman, c'est une différence d'accentuation plus que de contenu entre les mondes, cette fois. C'est-à-dire que les types pertinents changent avec le temps, et les artistes, par exemple, vont accentuer de manière diverse des traits de leur monde, et en fait, ils vont illustrer les genres qu'ils auront considérés comme pertinents en employant des fonctions référentielles symboliques. Et le classement d'un monde au regard de la pondération ne se fait pas, cette fois, d'après la dichotomie pertinent-non pertinent, puisqu'on a déjà, en quelque sorte, par la catégorisation, classé ce qui était pertinent de ce qui ne l'était pas
dans le schème de description qu'on a choisi. C'est plutôt l'idée de faire une hiérarchie entre les facteurs qu'on aura retenus et d'accentuer les traits de certains. Par exemple, c'est largement sensible dans les caricatures de Daumier, par exemple, qui va choisir certains traits des hommes politiques qu'il veut peindre, les plus grotesques, en essayant en quelques traits, en insistant sur la ligne et son épaisseur, quelques caractéristiques physiques, de mettre l'accent sur ces traits qu'il juge plus essentiels et sur lesquels qu'il pose de manière hiérarchique, et du coup il recompose la personne à laquelle il fait référence d'après un autre ordre de représentation, en fait, en insistant sur certains facteurs, les traits physiques, et avec certaines méthodes de dessin. La troisième méthode que décrit Goodman, c'est l'agencement. En fait, si les mondes ne diffèrent pas par l'identité de leurs objets ou l'accentuation, ils peuvent différer par l'agencement des objets et des classes, qui dépend en fait des circonstances et des objectifs du classement. Les agencements des couleurs, des sons, ou même des heures du calendrier, par exemple, ne sont pas trouvés dans le monde, dit Goodman, mais ils sont construits pour faire un monde. Et à propos notamment des heures, ou même de l'idée de calendrier, on peut penser à ce que dit le paléoanthropologue André Leroy-Gourhan, dans Le geste et la parole, notamment lorsqu'il explique que finalement les premiers hominidés ont dû, par une démarche qui n'était même pas forcément volontaire, mais par des habitudes, par des pratiques quotidiennes autour de points d'alimentation, parce que certaines circonstances les ont poussés à se sédentariser, à établir des campements et à circuler soit par cercle concentrique autour de ce campement, soit par dispersion en étoiles, bref, à établir des topologies de leur territoire et à repérer pour leur cycle migratoire des régularités dans les cycles naturels, dans les journées, puis à les marquer, qui constituent, selon André Leroy-Gourhan, une domestication de l'espace et du temps. Mais ça n'a pas été donné de tout temps, en quelque sorte, et c'est un trait qui s'est constitué dans les expériences pour former le monde actuel qui est pensé de manière temporelle et organisée. C'est un exemple. Donc ça, c'est la question de l'agencement. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire en termes de suppression et supplémentation. Pour faire un monde à partir d'un autre, en fait, il faut faire des coupes sévères et des opérations de comblement. Et on ne perçoit d'ordinaire que des esquisses, en fait, autour de nous, par exemple, mais on va les combler pour faire un monde. Ainsi, on ne perçoit que des faces des objets, par exemple, mais on va finalement supplémenter ces faces en pensant l'objet en 3 dimensions, en pensant le fait qu'il est saisissable, qu'il a d'autres faces que celles que je vois à l'instant. De la même façon, on supplémente aussi le mouvement avec tout ce qu'on ne parvient pas à voir entre les points qui se meuvent. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié de dire, c'est ce qu'on appelle le phénomène phi, l'idée qu'on construit la continuité de points lumineux qui sont discontinus en fait. Et en fait, on est attentif qu'à ce qui aide ou bloque nos recherches, explique Goodman. En fait, on écarte de nos perceptions, de notre mémoire, ce qui ne correspond pas à l'architecture du monde qu'on est en train de construire. Et pour convertir des mondes entre eux, on ajoute ou on supprime des objets et des critères. Ce qui peut se faire pour des raisons pratiques, mais n'autorise pas le réductionnisme, puisque, en fait, précisément, on perd des dimensions de ce qu'on entend traduire. Et si on entend traduire correctement en des termes réductionnistes, en fait, on coupe toujours et on n'a pas de traduction exacte. Et voilà. Et puis la dernière méthode, c'est celle de la déformation, qu'on a largement vu en fait impliquée dans les autres, mais qui est qu'on déforme nos perceptions par correction. C'est le cas de toutes les illusions d'optique quasiment, ou par distorsion, à travers des variations, ou dans la pensée de la caricature, c'est aussi le cas de la déformation. Et en fait, ces méthodes, elles posent la question de ce que c'est que de construire de vraiment construire un monde qui fonctionne en quelque sorte, et de ce qui fait monde. Et c'est la question de la normativité cosmologique que je voudrais aborder finalement, dans le temps qui me reste. En fait, il s'agit de savoir
quand une version du monde, c'est-à-dire un monde, selon la terminologie goodmanienne, est correcte ou non. Tout à l'heure, j'ai parlé de version correcte, ce qui est un peu problématique, on pourrait le dire, puisqu'on a l'impression que ça fait référence à un monde réel à partir duquel elle serait correcte. Et alors, en fait, il y a une normativité cosmologique qui ne fait pas référence à la vérité d'un mode de description, mais à sa correction. Et justement, le terme de correct, en ce sens, ne signifie pas vrai chez Goodman. Et de fait, Goodman dit absolument tout ne peut pas faire monde. Il faut avoir un système symbolique, conceptuel ou pictural, qui fonctionne. Et ces systèmes doivent parvenir à transcrire une multitude d'aspects de ce qu'on nomme d'ordinaire le réel, d'après le primat de notre expérience perceptive. Et il faut parvenir à donner une forme de cohérence à cet ensemble. Et en fait, il faut repérer, du coup, chez Goodman, c'est une question qui pose problème chez lui, malgré tout, de voir quels objectifs et quelles contraintes il faut se fixer dès lors pour réguler les divisions, les combinaisons, les accentuations, les agencements, les suppressions, les remplissages, et évidements et distorsions qui font un monde. Et en fait, la vérité, par exemple des énoncés verbaux, ne peut pas être testée, je l'ai dit, d'après son accord avec le monde, puisqu'on a expliqué qu'il n'y avait pas de monde naturel, en quelque sorte, hors de nos systèmes conceptuels. Du coup, en fait, en matière de vérité, Goodman défend une théorie qui est complètement relativiste. C'est-à-dire qu'on considère une version vraie si elle est cohérente et ne blesse aucune croyance inébranlable de l'époque. Mais ça n'est pas ce qui fait l'intérêt, en fait, d'une version et le fait qu'elle fonctionne comme monde. C'est-à-dire que la vérité, ça n'est jamais qu'un aspect du monde auquel nous on attache beaucoup d'importance, mais qui est relative et elle est à notre service, dit Goodman. Le scientifique, en fait, recherche pour lui un système simple et fructueux, et puis il taille la vérité à sa mesure, dit-il. C'est-à-dire il décrète autant qu'il découvre les lois qu'il établit, il dessine autant qu'il discerne les modèles qu'il définit. Alors, ça peut évidemment choquer un peu notre opinion, mais il a une conception de la science qui est tout de même vraiment dans la construction de modèles qui ensuite fonctionnent plus ou moins. Mais alors il dit justement l'utilité de ces modèles, par exemple pour des applications technologiques, n'est pas forcément une preuve de la vérité, c'est juste une preuve d'une proximité avec le réel de la perception, mais de toute façon l'utilité n'est pas non plus un critère pour faire monde, dit-il. Il y a plein de mondes qui ne sont jamais que des versions de ce qu'on dépeint dans l'art, etc., qui n'ont pas d'utilité propre. Et en fait, il dit que pour que, par exemple, un discours scientifique fonctionne comme monde, c'est-à-dire qu'on adhère à cette version produite et qu'elle ne soit pas une simple version rapidement rejetée, il faut qu'elle suive au moins des règles de validation. Et alors, il prend cette notion de validité en lui donnant un sens fort, en disant que c'est un des critères importants, validité qui signifie à la fois chez lui cohérence. Il y a une sorte de principe de non-contradiction qui doit avoir lieu pour qu'une version fasse monde. Et puis, il faut qu'on se mette d'accord sur les prémices et les méthodes pour poursuivre le raisonnement. Et il dit ça remplace avantageusement la notion de vérité pour expliquer notre accord avec ce type de système descriptif qui font monde. Et quant aux expressions non verbales, que ce soit les métaphores, les exemplifications, les symbolisations, même si elles sont fausses littéralement, elles peuvent dénoter des vérités du monde qui se construit, et en fait la question de leur vérité n'est pas vraiment pertinente, dit Goodman, et la vérité importe moins que la correction. Et donc, celle-ci, il essaye de la définir pour une œuvre, et par exemple pour la correction iconique, c'est-à-dire ce qui serait défini comme correct pour une œuvre picturale, c'est assez difficile à le représenter. Il dit que ça ne peut pas être la ressemblance avec la réalité décrite, puisque la réalité est toujours une version, et puis qu'il y a des œuvres abstraites ou non référentielles. Et finalement, on dépendrait toujours d'un cadre de référence, même si on se fixait à cela. Et finalement, une représentation non réaliste pour l'opinion commune pourra être correcte dans un cadre de référence inhabituel. L'artiste, d'ailleurs, dit-il, éclaire souvent de nouveaux aspects de la réalité qui font évoluer la notion de réalisme.
Et l'art non figuratif, je l'ai dit, peut aussi nous apparaître correct en tant qu'il exemplifie certaines caractéristiques permettant de réformer mentalement le monde d'une autre façon. Et en fait, finalement, son critère, qui est un peu complexe, c'est de dire qu'une œuvre fictive peut être correcte tant qu'elle s'ajuste à un monde, dit Goodman, même si cet ajustement n'est jamais un total consensus. Ajustement à un monde qui n'est pas le monde réel, naturel, mais à d'autres versions. C'est-à-dire, si on n'arrive pas du tout à rattacher l'œuvre d'art à aucune des versions existantes, on ne va pas pouvoir la prendre comme exemplification d'un système symbolique qui ferait monde. Alors, on peut essayer de défendre cette thèse si on lui donne une certaine valeur, qu'on essaye de voir ce que ça peut vouloir dire, même si Goodman ne précise pas très bien les choses à ce niveau-là. En fait, on pourrait penser qu'il faut une forme d'adhésion du spectateur ou du récepteur du discours symbolique à ce monde qu'on commence de lui dépeindre et avec lequel il peut devenir familier s'il s'attache à ce mode d'approche du monde. Et comme je l'ai dit, en fait, ce qu'on appelle réel, c'est seulement le monde dont nous avons l'habitude. Et il faut admettre des mondes rivaux, dit Goodman, mais par ailleurs, il le précise, et c'est une difficulté, quand on construit un monde, quand le scientifique produit sa théorie, quand l'artiste choisit ses formes ou ses matériaux, il faut continuer d'en accueillir un seul seulement, dit-il, et de le construire, sinon il n'y aurait plus rien de constructif. Et en fait, Goodman ne développe pas ce point, mais on peut penser qu'en fait, il est toujours nécessaire d'avoir quelque chose comme une profonde adhésion au réel que nous visons, à travers tout un réseau de croyances, et que nous visons finalement tout ce que nous construisons de manière réaliste, en oubliant que nous sommes actifs dans le procès de dévoilement de ce qui va nous apparaître ensuite comme existant indépendamment de nous. Alors, je laisse cette question ouverte au débat. Je ne sais pas si vous avez envie d'intervenir ou de commenter, de préciser ce qui a été dit. C'est une question complexe, mais je pense qu'il réforme beaucoup de ce qu'on a tendance à considérer à propos de la réalité. Moi, en tout cas, c'est un point de vue que je trouve extrêmement convaincant dans l'irréalisme, mais je sais que beaucoup pourraient être en désaccord avec ce point de vue, donc si vous voulez qu'on en discute un peu. Hélas, la séance, par contre, doit se terminer plus tôt que prévu, parce que j'ai un rendez-vous ensuite, mais disons qu'on a un petit quart d'heure si vous avez des interventions à faire. Moi, j'ai une question, enfin une question. J'ai un problème. Alors déjà une remarque, ça ressemble beaucoup à un livre comme Qu'est-ce que la philosophie de Deleuze. Je savais pas que c'était en fait aussi proche, même dans le détail de ce que construit Deleuze dans le pluralisme méthodologique, la façon dont l'art, la science créent. Fait vraiment de la construction. Effet d'annonce d'ailleurs, on en reparle dans 2 semaines avec Louis Morel. On va voir ça. Pardon ? Deleuze, oui. Ouais. Mais du coup, j'ai le même problème avec Deleuze et avec Goodman de ce point de vue-là. C'est, est-ce que, enfin, je sais pas vraiment. En fait, c'est une question. Est-ce que, à ton avis, on peut pas appliquer au monde le monde unique indépendamment de toutes les versions? Enfin, donc l'argument qui est appliqué au monde unique, c'est-à-dire que en fait, on ne sait même pas ce que ça pourrait vouloir dire, ça n'a pas de sens et on n'a jamais accès à quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut l'appliquer à chacun des mondes dont Goodman parle? C'est-à-dire que pourquoi? Goodman fait une description de tel monde de Van Gogh, mais il n'a pas accès au monde de Van Gogh. On peut pas avoir accès au monde de Van Gogh en tant que monde de Van Gogh. On n'y a accès qu'à travers un certain cadre interprétatif lui-même. Si tu veux. Attends, tu veux parler de l'auteur? Oui, je parle de Goodman lui-même. Oui, mais ça, c'est un... non, oui, enfin, moi, ce que je pense, à la limite, c'est que, oui, d'accord, une œuvre peut faire plusieurs mondes, hein. Il n'y a pas peut-être le monde de Van Gogh. Non, mais c'est même pas la question. Est-ce que tu peux arriver à pointer un monde? On n'arrive pas à pointer le monde, ok, mais est-ce qu'il y en a un que tu peux pointer sans déjà recréer une version et finalement jamais avoir accès à rien en particulier? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait... il me semble que déjà tout n'est pas sujet à interprétation infinie et que en plus, à mon avis, il répondrait qu'on doit se contenter peut-être d'approximations et que face à, je sais pas, par exemple, au monde tel que le dépeint Van Gogh, avec telle utilisation de la couleur, telle décomposition de la perception en taches, en épaisseur, en tournoiement, etc.,
on a déjà des traits de ces qualia ou de ces unités fondamentales qui forment un monde, et que finalement, ça n'est pas parce que tel critique va l'interpréter de telle façon et l'autre de telle autre, ce n'est pas parce qu'on donnera beaucoup de sens à des œuvres que des facteurs objectifs du type la matérialité de l'œuvre, du type des choses qu'on peut repérer peut-être même par des études statistiques sur la régularité dans les toiles de Van Gogh, de telle récurrence, de tel motif, etc., sont les unités fondamentales de ce monde. Donc tu dis qu'il y a une procédure scientifique spécifique qui nous assure la réalisme de la description. C'est exactement ce que dit un réalisme scientifique, c'est ce que je dis. Simplement, il l'applique au monde en soi, et non pas, enfin au monde physique en soi, disons, et non pas à Van Gogh, mais tu appliques le même type de réponse, j'ai l'impression. Alors, si j'ai pas compris, mais vas-y. Dans le sens, ce que tu dis, c'est si tu as la bonne méthodologie, tu peux parler de l'objet en tant que lui-même et pas simplement en tant que tu en as une version créée. Oui, c'est-à-dire que en fait, c'est ce que j'essaie. Mais ça, c'est moi qui parle. Hein. Ouais. Je sais pas si Goodman dirait ça, mais moi, j'ai tendance à te dire qu'on a une visée réaliste. Seulement, elle n'est pas fondée sur un réalisme ontologique qui serait défendable dans l'absolu, métaphysiquement. Mais on a des procédures par lesquelles nos croyances se fixent de manière scientifique. Si tu prends les méthodes de fixation de la croyance de Peirce, il y en a des plus ou moins convaincantes. La scientifique, c'est celle qui a les codes méthodologiques les plus poussés pour choisir des facteurs qu'on va juger comme réels dans le monde défini. Ça ne sera jamais qu'au niveau des croyances. Mais justement, ce que je dis, c'est est-ce que du coup, on a ontologiquement le monde de Van Gogh. Est-ce qu'on peut dire ontologiquement le monde de Van Gogh il y a quelque chose tel que le monde de Van Gogh ontologiquement, c'est-à-dire en tant qu'on viserait quelque chose de réel. Ce que tu veux dire par le monde de Van Gogh, en fait. Le monde, ce que Van Gogh a fait. Enfin, Van Gogh, il navigue entre une pluralité de mondes, selon les systèmes symboliques qu'il utilise dans son expérience personnelle et dans les textes de ses œuvres, qui sont également multiples. Mais l'étoilé, peu importe. Est-ce qu'on peut en pointer un ? Est-ce qu'il y en a un qu'on peut pointer, ou est-ce que, de toute façon, on ne pourra l'atteindre que par des méthodes interprétatives, par des conceptions, etc., qui sont... qui font des mondes de mondes et des mondes de mondes de mondes, et on n'arrivera jamais à un monde particulier, de même qu'on n'arrive jamais au monde réel de la physique, enfin des physiciens réalistes. Mais je pense que Goodman ne se pose pas la question puisqu'il ne distingue pas entre le monde et le système symbolique qu'on utilise pour le constituer. Oui, précisément, sauf qu'on n'est pas Van Gogh, enfin, on n'est pas la nuit étoilée, on est nous, et donc le monde concret... Ouais. Pour y accéder, tu veux dire qu'il faut forcément un schéma. Je veux dire qu'il y a une réduction à l'infini, quoi. Ouais. Effectivement, alors je pense qu'en fait cette réduction à l'infini, qui en fait, non mais à la limite, je pense que si, on peut dire que on en aurait besoin si on cherchait à prouver, genre de manière métaphysiquement absolue, qu'on a un accès direct à ces mondes. Seulement, en fait, il me semble, mais ça c'est un peu l'interprétation dévaluative de tout ça, c'est que on s'arrête très rapidement au niveau des croyances à quelques traits qu'on construit comme étant ceux qui importent dans le monde qu'on étudie. Mais en fait, à la limite, si tu veux, c'est une interprétation solipsiste, c'est-à-dire qu'on n'est jamais que dans notre propre monde. Et puis, tout ce qui est les mondes extérieurs qui sont construits par les divers systèmes symboliques, on les touche par approximation. Ça serait ma réponse. Mais je ne sais pas ce que dirait Goodman du tout. Alors là... J'ajouterais que, pour finir, je pense... Les scientifiques ne demandent pas plus que ça, que les scientifiques réalistes, pas plus que de l'approximation. Il existe un monde réel, on l'approche par approximation. Il est tout à fait en accord avec l'épistémologie contemporaine, c'est ça que je trouve très fort. C'est que Ouais, mais il y aurait pas le monde physique réel indépendamment de la théorie. Pardon. Quand même. Je veux dire, on peut parler effectivement du monde tel qu'il est indépendamment du fait qu'on en parle, simplement approximativement. Je pense que c'est ce que un physicien dirait, quoi. Oui, enfin, du coup, cette approximation est toujours une sélection de facteurs et une construction, mais après, qu'elle parte d'une version qui est notre expérience à travers les processus d'instrumentation et de mise en forme de l'expérience, fait qu'on a l'impression que c'est un contact plus direct avec le réel en soi, mais finalement, ça n'est jamais qu'une sélection, encore une fois. Et cette approximation, c'est juste une des méthodes de construction des mondes de Goodman, en fait.
C'est genre la catégorisation, plus le fait de supplémenter, puis de doter des non, ce que je veux dire, c'est que si facteurs. Tu peux admettre qu'on atteigne la nuit étoilée en soi par approximation, alors on devrait pouvoir atteindre le monde physique en soi aussi par approximation. Et si tu peux admettre un monde construit, tu peux admettre le monde non construit. C'est ça. Ouais. En fait, je crois pas que Goodman se pose la question. En fait, je pense qu'il évacue complètement la question d'un monde en soi. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le. J'ai pas très bien compris d'ailleurs la manière dont tu posais qu'il y avait une hésitation chez Goodman entre une position agnostique et un pluralisme réel, en fait. En fait, je pense qu'il est tout à fait dans une position agnostique quant à la question du monde en soi qu'il évacue complètement. Et c'est pour ça que tu parlais tout au long de ton exposé de versions du monde. On pourrait dire qu'en fait pour Goodman il n'y a que des versions de monde et qu'il n'y a pas la question que la question du monde en soi est pour le coup complètement évacuée. Oui, c'est ce qu'il dit dès le début. Ah oui, j'ai bien compris. C'est ce qu'il dit dès le début. Après moi quand je parlais du fait qu'il était agnostique et qu'il y avait une hésitation, c'est juste parce que finalement sa description en termes de versions de monde, il les appelle monde finalement et il leur donne une effectivité dans nos pratiques, dans nos vies, dans nos concepts et nos pensées qui fait qu'il n'y a plus de différence avec ce qu'on conçoit d'ordinaire comme monde et du coup il admet une pluralité de monde et il le formule comme ça aussi souvent qu'il les appelle versions de monde. Donc en fait c'est quand même un pluralisme cosmologique sauf que il le tranche pas genre de manière absolue métaphysiquement, il dit juste que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire ou... Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que lui tiendrait bon sur le fait qu'il ne pose pas du tout la question. Je pense que lui refuserait. D'accord, mais moi j'ai toujours un peu de mal avec on ne pose pas la question. Donc, oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord avec toi. J'essaye de. Parfois, c'est vrai que j'essaye de rendre cohérent des choses qui ne, pour moi, ne le sont pas complètement dans ce qu'il a dit. Là, c'est, enfin, je veux dire, c'est à la fois paraphrase, commentaire et reformulation parfois un petit peu personnelle de choses qu'il dit. Hein. Je tiens à le préciser évidemment. D'ailleurs, si les mondes c'est juste des dépictions et des descriptions du monde, j'ai un peu du mal à voir ce que ça apporte de les traiter comme des vrais mondes plutôt que comme des façons d'aborder un même monde, parce que s'il y a un seul monde et des façons différentes de l'aborder, c'est une ontologie qui est quand même autrement plus simple que si on avait une pluralité de mondes. Pourquoi en fait ça serait plus simple? Au contraire, postuler un monde réel, c'est extrêmement coûteux. C'est une hypothèse qui est très lourde et qui n'apporte rien à nos pratiques. Ça permet par exemple de résoudre des questions de droit où tu ne diras toute la vérité que la vérité. Ah oui, non, mais alors là, ça c'est des questions. Si on s'appuie sur un droit naturel, à mon avis, on est mal barré. Ouais, mais si chaque témoin vit dans un monde différent. Oui, eh bien, on les relie de manière conventionnelle par le langage et par le fait que pratiquement on a tout intérêt à appeler ça le même monde, mais c'est du conventionnalisme. Enfin, moi c'est ce que je défendrais, hein, mais je sais pas. Après, c'est des débats complexes évidemment. Ouais. Est-ce que là par monde, il n'entend pas juste simplement au sens grec de cosmos un ordre? Simplement, et donc le monde en soi, effectivement, il n'y a pas de monde en soi au sens où il y a un ordre en soi, mais ça n'exclut pas qu'il y ait une réalité en soi qui soit par exemple chaotique. Non, je pense que on peut pas dire ça, parce que cette réalité en soi, c'est pas comme si par exemple toutes les choses étaient toujours pour lui toujours mouvantes, changeantes, qu'on pouvait qualifier ça positivement et puis qu'on classifiait et reclassifiait d'après les changements réels du monde. C'est nous qui faisons tout. Donc à partir de là, lui, il est irréaliste. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait tout aussi bien évacuer vraiment l'idée qu'il y a un réel. Ouais, non, vas-y. Je pense que le genre de... Un chaos qui serait tel qu'il n'y serait aucun ordre descriptif, c'est quelque chose qui n'a aucun sens, justement. C'est-à-dire que, pour Goodman, c'est précisément ce qu'il exclut. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument indicible, incompréhensible, dénué de... Si tu veux qu'il n'y ait vraiment pas d'ordre au sens de rien qui fasse monde, dans ce qui serait la réalité, c'est un truc qui sert à rien, qui n'a pas de sens, qu'on ne pourrait jamais saisir. Ouais. Oui, c'est ce qui permet qu'on fasse des mondes, finalement. Ah ben moi là je suis d'accord pour la peine mais comme ça où on crée des mondes. Ouais, moi je suis pas convaincu, je pense au contraire que à chaque fois c'est réintroduire un élément dont on n'a vraiment pas besoin et qui va même nous gêner parce que gêné par le réel c'est ça, ouais. Par exemple quand t'as parlé des lumières phi, t'as dit on crée la continuité là où il y en a. Ah oui alors ça aussi ça par exemple directement il y a une réalité.
poser derrière. On est obligé de... Oui, la simple description de l'expérience a l'air de poser effectivement une... C'est quoi, pardon? Le simple fait de dire je construis le continu, tu le fais en disant le discontinu est donné. Le discontinu est réel. Lui-même n'est pas donné parce que, tiens, c'est intéressant d'ailleurs, mais il y a des physiciens. En fait, on a fait ce test sur un panel assez large, et il y a des scientifiques qui n'étaient pas sensibles à ça et qui voyaient des points discontinus, parce que justement ils avaient l'habitude de ce genre de test, etc. D'accord, je pense que si on réduisait l'intervalle, tout le monde finirait par avoir du continu. Mais... Bon, quand bien même, à chaque fois, quand on qualifie le truc en disant oui, donc on a des points discontinus, c'est toujours dans un schème de référence de toute façon. Oui, mais c'est étrange parce que je veux dire, on crée pas du continu à partir du schème de référence de la physique, parce qu'on crée déjà du continu avant que ce schème existe. Ah non, au contraire, là, on le crée parce qu'on est habitué dans la perception courante. Oui, non, mais je veux dire, je parle pas du continu, je parle du discontinu. Il y avait du discontinu dans la nature que phénoménologiquement on continuise, effectivement. C'est ce que nous montre l'expérience. Je pense que ça n'a pas de sens de dire que c'était discontinu. Parce que c'est pour nous que c'est discontinu aussi. Mais, je veux dire... On s'est mis à construire de la continuité à partir du moment où on a inventé l'expérience. L'effet phi n'existait pas avant que l'expérience soit créée. Quoi. Ça, effet phi. Effet phi, ouais. Il n'existait pas avant que l'expérience soit créée, du coup. Il n'y avait pas cet effet. Du coup, les psychologies cognitives créent ces objets au fur et à mesure. Enfin, absolument parlant, quoi. Ouais, elle n'étudie rien. Ça marche très bien. Non, ça marche pas. Parce que là, ce qui intéresse la psychologie cognitive, c'est pas ce qui se passe pendant son expérience, c'est ce qui se passe en général dans la cognition. Ah oui, non, mais attends. La psychologie cognitive, là, crée une expérience, mais en fait, ce type de phénomène d'effet phi existait dans la réalité. C'est juste que là, on l'isole en prenant un exemple très frappant de points entre lesquels on trace une continuité, mais en fait, dans notre perception courante, on n'arrête pas de tracer de la continuité. Non, mais là, c'est la discontinuité que je demande où est-ce qu'elle était avant. C'est pas la continuité, ok, elle est dans l'expérience, mais la discontinuité, elle était où avant l'expérience? Mais ça dépend ce qu'on appelle discontinu. Si tu fais du discontinu, des différences de contraste de couleurs, comme nous on a tendance à le faire parce qu'on a tendance à isoler des bords, des rebords, etc. Eh bien, tu diras qu'il y avait des points, il y avait de la non-lumière, de la lumière, et qu'on les distingue. Mais ça ne fonctionne parce que nous on perçoit ça et qu'on est habitué à en faire le contraste. Mais comment ça, elle était là? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était dans aucun monde. J'ai pas compris. Les contrastes, ils étaient dans aucun monde et ils y étaient pas. Non, attends. Je comprends pas ce que tu veux dire. La discontinuité, elle n'y était pas avant que la physique soit capable de la... Il n'y avait ni continuité ni discontinuité, il n'y avait rien. Oui, c'est ça, c'est logique. Donc il y a eu l'effet phi qu'à partir du moment de la création de l'expérience de l'effet phi. Non, mais sauf que l'effet phi, qui est mettre de la continuité entre des points discontinus, ça préexistait en quelque sorte dans notre perception courante, où on n'arrête pas de tracer de la continuité entre des points. Je comprends pas. Je recommence. Il n'y avait pas de point discontinu avant l'expérience de l'effet phi, puisque c'est cette expérience-là qui les a exhibés. Avant, il n'y avait pas de discontinu. Et ça n'existe que dans la microphysique. Cette discontinuité, elle n'existe que dans la microphysique. Elle n'existait pas. Elle n'était donnée dans aucun monde avant qu'il y ait la microphysique. Si t'as pas un réel derrière la perception. Mais en fait, je comprends pas du tout le problème. C'est marrant ça. C'est-à-dire que oui, puisqu'on n'arrête pas de dire qu'on construit tout, donc évidemment que ça n'existait pas avant. La seule chose que décrit l'expérience de l'effet phi, c'est ce qui se passe à partir du moment où elle existe. Elle décrit pas quelque chose qui préexistait à l'expérience. Pas à l'expérience, mais elle fait l'analogie avec des traits de notre perception courante, c'est tout. Qui est que dans notre perception courante, on crée de la continuité. C'est pourquoi on comprend pas ça. Mais c'est pas grave, il faut que tu partes. Ouais, malheureusement, c'est vrai que je suis obligé d'interrompre ce débat. On peut le continuer en ligne, notamment si vous êtes motivé, non pas sur Skype, mais sur Facebook. Si vous avez des idées, non mais sérieusement, si vous avez une question, remarque ou idée vraiment importante, ça m'intéresserait de pouvoir en parler sur Facebook dans les commentaires, voire poster un petit texte PDF. N'hésitez pas, je veux dire, c'est aussi pour ça qu'on est ensemble et qu'on fait des choses comme ça, donc vraiment. Voilà, je vous remercie. La semaine prochaine, séance, à mon avis, très intéressante, avec Heinz Wiesmann qui va nous parler des liens entre atomisme antique et pluralisme. C'est de quelle heure à quelle heure ?
16h30, 18h30 normalement, à confirmer, puisque je viens de me souvenir qu'il m'avait dit que ça l'arrangerait peut-être d'avancer d'une demi-heure. Je vous écris ça très rapidement. Ceux qui n'ont pas Facebook et qui ne sont pas sur la page Séminaire Pluralisme, passez-moi vos mails si je les ai pas. Voilà. Merci et bonne soirée.